Bonjour à toutes et à tous, ce 20 ans franc avec vous. Nous sommes le mardi 5 février 2019 et hier on a eu un poursuite du rebond Wall Street soutenu par les techs en amont des résultats de Alphabet, la maison mère de Google, qui ont finalement déçu. Alors oui, certes, on a eu un bénéfice qui a augmenté, nous avons eu également un chiffre d'affaires qui a augmenté, super aux attentes, mais on a eu des dépenses qui ont nettement augmenté également. Les dépenses en 2018 ont augmenté de 26% dans la maison mère de Alphabet. Il faut savoir que la rémunération par clic, qui est la principale source de rémunération de Google, puisque vous savez qu'avant tout Google c'est une agence de pub, eh bien le coût par clic, enfin le rendement par clic a nettement diminué l'année dernière en raison des différentes régulations qui ont été mises en place. Donc donc voilà, on a un nombre de dépenses qui a augmenté et surtout dans les filiales de Google, par exemple dans une de ces filiales qui développe une voiture autonome, voilà, donc pas mal de dépenses supplémentaires, ce qui, voilà, après la publication des résultats qui a été en post market, donc après la fermeture des marchés, eh bien on a l'action qui perd 3%, c'est pas non plus énorme, mais voilà, on voit quand même que le marché est pas très content. C'est pas mauvais, hein, puisqu'on a un chiffre d'affaires qui a augmenté et un bénéfice également, mais voilà, c'est comment dire, c'est pas une information qui en tout cas est interprétée de façon positive de la part des investisseurs. Et sinon cette nuit nous avons eu une alerte hein, de la part de Panasonic qui sur ses 3 premiers trimestres de l'année eh bien a un bénéfice qui est en baisse qui a chuté de 13%, hein, un bénéfice net. Donc voilà, ça a un petit peu séché l'appétit au risque chez les Japonais. La bourse de Tokyo a terminé dans le rouge. Sur l'ensemble de la région asiatique, ça va. On a une très légère hausse, mais voilà. Donc les marchés européens devraient ouvrir en petite hausse ce matin. Maintenant, on ne peut pas parler d'appétit ni d'aversion au risque. Voilà, on a toujours des indices européens qui sont sous résistance. Le CAC, ça fait 3 ou 4 séances qui testent hein, 5000 points. Donc voilà, on a quand même pas mal d'obstacles au niveau, en tout cas, du CAC 40. Alors, comme d'habitude, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement égal sur les risques. Alors, le trading avec effet levé en toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors Pascal, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Moi que je salue également. François, bonjour. Denis, bonjour. Alors, est-ce qu'on va passer bearish sur le Nasdaq? Pas encore, on n'a pas les signaux baissiers. Alors oui, certes, on a un VIX et un VVIX qui sont extrêmement bas, ce qui alertent particulièrement et ce qui nous indique que c'est pas le moment de payer les indices. Voilà, on va pas payer les indices au sommet. Maintenant, il n'y a pas les signaux baissiers comme pareil que hier. Hier, on n'avait pas de signaux baissiers. Donc, on attendait les signaux baissiers pour voilà, confirmer les signaux d'alerte du VIX et du VVIX. On ne les a toujours pas. On a eu même une petite hausse, enfin une petite hausse, même une belle hausse voilà, à Wall Street hier. Donc, tant qu'on n'a pas de signaux baissiers sur le S&P et sur le Nasdaq, écoutez, il y a vraiment pas à shorter les indices. Voilà, donc pour le moment, les indices, wait and see. Je pense que c'est comme ça qu'il faut résumer. Donc on va voir un petit peu plus près avec l'analyse technique, mais voilà un petit peu pour mon opinion, Denis. Raymond, bonjour, Gilles que je salue également. J'espère que vous allez bien, que vous allez bien. Alors, petite information avant que j'oublie, j'ai le plaisir de vous annoncer, donc comme je vous l'avais dit la semaine dernière ou il y a peut-être 10 jours, voilà, donc premier séminaire en binôme avec Vincent Gann le 12 février. Donc, je vous invite à vous y inscrire. Ce sera tous les mardis à 11h. Alors, cette page va être actualisée. Donc, voilà, ça sera actualisé avec toutes les bonnes informations. Mais voilà, le 12 février, premier webinaire en binôme avec Vincent Gann. Donc, j'aurai le plaisir de recevoir dans mon webinaire pendant 15 minutes. On va aller très rapide. C'est une conviction de marché, que ce soit une analyse technique ou en tout cas une analyse fondamentale sur un actif, que ce soit une action, une matière première, une paire de devises, une crypto, un indice, peu importe. Et voilà, 10 minutes 10 minutes d'analyse, d'explication, avec voilà un petit voilà, 2 points de vue.
un de Vincent Gann et un de moi-même. Et ensuite, 5 minutes de questions-réponses. L'objectif, c'est d'aller vite et que vous ayez à la fin une configuration technique ou fondamentale qui nous semble, nous, la plus pertinente. Voilà, donc pour s'inscrire, je vous envoie le lien. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire. De toute façon, j'enverrai le lien sur les réseaux sociaux dès que l'image, voilà, l'image un petit peu promotionnelle pour un petit peu démarquer ce webinaire de nos webinaires, de mes webinaires quotidiens, parce que c'est vrai c'est le premier webinaire que je fais avec une personne externe de DailyFX, donc autant marquer le coup. Donc dès que cette image sera produite, eh bien, voilà, je publierai, je ferai cette promotion sur les réseaux sociaux. Donc pour vous, c'est une avant-première, comme vous savez, je vous l'avais promis. Voilà, c'est chose due. Donc la promotion sur les réseaux sociaux, ça arrivera probablement en fin de semaine, jeudi ou vendredi. Voilà. Voilà, donc ça c'est fait. Alors, on a parlé d'avertissement de gaz sur les risques. Alors, je vais le redire, il me semble, je ne sais pas si je l'ai dit. Donc, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Sa présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, donc au niveau du résumé de la science américaine et asiatique, comme je vous l'ai dit hier, on a eu une hausse à Wall Street portée par les valeurs tech, le Nasdaq qui a vraiment leadé les trois indices, donc plus 1,23%, le S&P en a pris 0,65 et le Dow Jones 0,70. Le DXY a continué à profiter du rapport de l'emploi de vendredi dernier pour continuer à progresser, plus 0,28%. Le VIX qui a enfoncé son plancher à 16, moins 2,54% hier, donc on y reviendra un peu plus tard dans le webinaire. Ce matin, on a le 10 ans US qui augmente de 4 points de base par rapport à la veille, par rapport au même moment la veille, donc pendant ce webinaire, ce qui est témoin d'appétit au risque, parce que si le marché obligataire monte, si le rendement des obligations monte, c'est-à-dire que les obligations sont vendues. Et lorsque les obligations sont vendues, c'est parce que généralement, on a bien évidemment les actions qui sont achetées. Le yen, vous savez que voilà, le yen il est vendu dans ce contexte entre guillemets d'appétit au risque cette nuit, même si on peut pas vraiment parler d'appétit au risque. Hein. Là, on devrait avoir une ouverture en hausse en Europe, mais on n'a pas de catalyseur vraiment qui justifie un achat vraiment pour les Européens. Au niveau de l'or, plus 0,16%. Puisqu'on a une baisse du dollar ce matin. On avait une hausse hier du dollar, mais ce matin, le dollar, il sous-performe face à l'euro, il sous-performe face à la livre sterling. Le Nikkei, il est en petite baisse à cause de l'alerte de Panasonic. Par contre, le MSCI Asie ex-Japon, eh bien, on peut voir qu'il est légèrement en hausse. Au niveau du calendrier économique, donc nous aurons des indices PMI qui seront publiés aujourd'hui. Vous voyez, britanniques, également européens. Alors je ne sais pas pourquoi ils sont pas là, parce que j'ai mis importance moyenne et forte. Or, il me semble qu'ils sont en faible. Mais donc du coup, on aura des indices PMI. C'est pas très important parce que c'est les estimations finales. Donc c'est pas les estimations flash. Les estimations flash, c'est les plus importantes puisque voilà, les estimations finales, il y a peu d'écart avec les estimations flash, ce qui produit donc très peu de volatilité. Plus important vraiment sera les ventes au détail de la zone euro à 11h et ensuite l'indice PMI non manufacturé de l'ISM aux États-Unis à 16h. Voilà, c'est 11h et 16h les deux rendez-vous du jour. Alors, au passage, on a eu un dîner entre Jérôme Powell, Steven Mnuchin et Donald Trump hier soir. La Banque centrale via un communiqué indiqué que Jérôme Powell avait prévenu Donald Trump et Steven Mnuchin que le resserrement monétaire dépendra entièrement de l'évolution de l'environnement économique. Donc, en clair, a priori en tout cas, ce n'est ni Donald Trump ni Steven Mnuchin qui vont influencer Jérôme Powell. Et ce n'est a priori pas les marchés financiers, même si on sait tous que les marchés financiers sont extrêmement surveillés par les banques centrales et j'ai envie de dire surtout par la Fed. Au niveau du FX, on voit que l'AUD surperforme ce matin. Pourquoi il surperforme? Alors, faut savoir que première partie de séance asiatique, on a eu un AUD qui sous-performait. On avait eu des ventes au détail plutôt mauvaises. Par contre, ensuite, puisque le marché anticipait une RBA
la Banque centrale d'Australie, plutôt dovish. Finalement, la RBA a publié un communiqué, on va dire neutre, dans la lignée des précédentes publications, ce qui donc a surpris positivement les investisseurs qui, comme je vous l'attendais, s'attendaient à un ton dovish. Donc c'est pour ça que la UD surperforme ce matin. Ça n'a rien, voilà, c'est pas justifié d'un point de vue macro, c'est juste une bonne surprise, bonne entre guillemets, de la part de RBA. Meilleure plutôt qu'attendue. C'est pas bonne, c'est meilleur qu'attendu. Alors, au niveau de l'analyse technique, le CAC 40 qui bute, comme vous pouvez le constater, là on est sur une tendance journalière à 5000 points à peu près. Alors 5000 points, c'est un niveau majeur, hein, comme je l'ai dit sur Twitter hier. Pour ceux qui sont sur Twitter, vous avez vu passer mon tweet. 5000 points, c'est quoi? C'est un chiffre rond, donc c'est un seuil psychologique. 2, c'est 50% de retracement de cette tendance baissière. Vous voyez le seuil de 50, il est en jaune ici, très plein. 50%. 3, c'est cette oblique baissière. 1, 2, 3 points de contact, donc elle est clairement conforme, cette oblique. Et quatrième voilà, argument, c'est cette oblique en blanche qui semble un peu venir de nulle part, mais en fait, ça vient chercher le sommet de 2000 et 2007. Vous voyez, 2000, 2007. Alors, on l'avait dépassé courant 2017 et on l'avait réintégré courant 2018. Et là, on rebute en dessous. Donc, voilà, on a vraiment une convergence de résistance à 5000. C'est pour ça que 5000, c'est un niveau de résistance important, c'est qui tout double. Soit on a un signal baissier sous 5000 et dans ce cas-là, voilà, on a le signal baissier et on peut vendre le CAC, on peut s'attendre à un retracement, on va dire, de 50% de cette tendance, donc un retour vers 4008 dans un premier temps. Ou alors on dépasse les 5000 points, et le fait qu'on dépasse les 5000 points, vu que c'est un niveau de résistance vraiment très très important, on le voit, ça sera un puissant signal haussier. Dans les deux cas, ça sera un puissant signal, soit haussier, soit baissier. En horaire, on a un canal qui est haussier, on est toujours dedans, donc on peut voir qu'on n'est pas sorti par le bas, on n'a pas dépassé la résistance, donc pour un moment, écoutez, il y a pour moi le CAC, il n'y a pas grand chose à faire. En intraday, je dirais que la meilleure chose à faire, c'est peut-être de trader le range qu'on a depuis quelques séances, puisqu'on n'a pas de nouveau catalyseur qui justifierait un achat. Pour dépasser 5000 points, il va falloir un catalyseur, il va falloir quelque chose. Là, ce matin, depuis hier, rien n'a changé. D'accord, même depuis le week-end, rien n'a changé. Sur le plan des négociations commerciales, Donald Trump et Xi Jinping seraient d'accord pour une troisième séance de travail. Voilà, entre cette fois-ci les deux leaders, donc entre Donald Trump et Xi Jinping, pas uniquement entre leurs deux voilà, délégations commerciales. Toutefois, on n'a ni date ni lieu qui a été annoncé. La fin de la trêve commerciale, c'est dans moins d'un mois, c'est-à-dire que voilà, faut qu'il y ait un accord commercial qui soit trouvé, sinon les États-Unis avaient indiqué qu'ils taxeraient des nouveaux produits, ajouteraient des taxes, d'accord, sur les marchandises chinoises. Donc on a à moins d'un mois de la fin de la trêve commerciale et on a à moins de 2 mois du Brexit. Et sur le Brexit, pas d'avancée non plus. Donc on n'a pas de catalyseur ce matin. On n'a pas de catalyseur qui justifierait 5000 points. Ça peut changer peut-être, mais pour un moment on n'en a pas. Au niveau du DAX, pareil, 11 200, 11 200, 11 300. Là, la résistance, elle est un petit peu moins claire. Voilà, c'est 11 300 la grosse résistance. À beaucoup plus court terme, on le voit, elle est à 11 200, 11 200, pardon. 11 200. Donc voilà, deux résistances à surveiller sur le DAX. 11 220 et 11 322, précisément. Voilà, par contre, en 4 heures, j'ai l'impression qu'il y a une divergence. Oui, belle divergence quand même. Regardez. Sommet, 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 sommet. On passe sous le support de momentum. Donc là, on a le signal baissier. On a le signal baissier sur le DAX. Bon, par contre, il faudra une convergence des signaux entre les indices européens. Donc, on attendra que le CAC également donne un signal baissier pour envisager une vente des indices, même si je préfère faire en convergence avec l'ensemble des indices. C'est-à-dire que pour moi, le S&P, c'est un baromètre très utile pour trader en swing trading les indices. Tant que le S&P est orienté à la hausse, les indices européens seront soutenus pour le moment. Voilà, donc en parlant du S&P, on peut voir qu'on a, le S&P a progressé, il a inscrit un nouveau plus haut voilà, il est revenu à ses sommets proche de décembre. On n'est pas au sommet de décembre, mais en tout cas, on est au niveau du 4 décembre, ce qui est quand même pas mal. Le RSI est orienté à la hausse, même si on voit qu'il ralentit, il est à 65, donc ça témoigne quand même qu'on a une pression acheteuse plus importante que la pression vendeuse. Là, l'objectif
enfin l'objectif, c'est pas un objectif puisque voilà, je vais pas vous dire d'acheter à ce niveau de prix, mais là la prochaine résistance sur le S&P 500, ça va être la moyenne mobile à 200. La moyenne mobile à 200 jours, 200 séances, c'est une moyenne mobile extrêmement surveillée. Donc la moyenne mobile à 200 jours, vous pouvez être certain qu'il y aura des volumes, il y aura pas mal de volumes au contact de cette moyenne mobile. Donc il y aura pas mal d'échanges. Soit on va dépasser la moyenne mobile à 200 et dans ce cas-là, on ira beaucoup plus haut, on ira chez les 2800. Ou soit on a un échec, soit on a une baisse et dans ce cas-là, on aura un signal qui sera du coup baissier. Donc la prochaine résistance, moyenne mobile à 200 qui est à 2743 points. Alors, Denis qui me dit, bon, Valentin, comment être sûr que le CAC dépasse pour de bon, casse ses 5000 points à la hausse UT, on rentre à 5010, 5020 pour assurer le coup. Alors déjà, on attend la clôture journalière, ça sera important. Donc pour confirmer un important signal, dès que vous avez des résistances importantes, il va falloir chercher des unités temps plus grandes. Plus une unité temps est grande, ça c'est un principe de base, et plus le signal est important. Si vous avez un breakout sur une unité temps mensuelle, ça a beaucoup plus de poids que si vous avez en une minute un dépassement des 5000 points. Vous voyez, si par exemple en mensuel, on clôture au-dessus des 5000 points, ça a un poids, techniquement, ça a un poids beaucoup plus important que si en tick party qu'on dépasse les 5000 et qu'on le réintègre. Vous voyez, donc plus vous allez chercher des unités de temps élevées et plus votre signal va avoir de l'importance. Ça, c'est une règle de base en analyse technique. Donc, pour assurer le coup, déjà, on va attendre une clôture au-dessus, une clôture journalière, et bien finalement au-dessus de l'ancien plus haut prix de clôture qui a été fait, il semblerait, le vendredi dernier, donc à 5016. Moi, je dirais que l'oblig, vous voyez, elle est légèrement au-dessus. Personnellement, je pense que 5030, une clôture au-dessus de 5030 est nécessaire pour passer à l'achat et viser éventuellement la moyenne mobile à 200 qui est à 5224. Voilà, donc là pour le moment on voit que les corps sont extrêmement plats, c'est signe d'indécision. Ça c'est ce qu'on appelle des doji. Donc c'est indécision, ça ne veut pas forcément dire de retournement. Ça veut dire tout simplement que le marché est indécis, n'a pas de direction. D'accord. Donc au niveau du S&P, wait and see. Tant que c'est haussier, j'ai envie de dire, eh bien c'est bullish. Donc on n'a pas de quoi passer à la vente pour le moment, même si, voilà, je vous l'accorde, le VIX, je reviens dessus. Alors j'ai différents indicateurs de risque. Je appelle ça des indicateurs de risque qu'il faut regarder. Ils sont ici. VIX, VVIX, XLY/XLP, VIX 3 mois. Et ensuite, bon, celui-là, c'est pas très important. On peut même l'enlever. Hop là, voilà. Donc, il y en a 4 qui sont assez importants. Donc, support de volatilité à 16, qui est actuellement dépassé. Alors, je vais enlever une Kaniashi. Voilà. Vous voyez, clôture en dessous, donc le 4 février, donc hier. Clôture en dessous. Bon, c'est pas très important qu'on clôture légèrement en dessous, hein, 15,8, 16. Bon, ça se confond, hein, honnêtement, c'est pas, ça veut pas dire qu'on va aller chercher les 12, hein, d'accord? Donc faut être prudent. Faut être prudent sur le VIX. Le VVIX plus bas depuis juillet 2017 et c'est ça qui me semble assez important. VVIX extrêmement bas, donc c'est le VIX du VIX. C'est trop. On est dans un environnement qui est peut-être trop complaisant par rapport au contexte actuel. Et enfin, XLY, XLP, c'est ce qui est également assez alertant. Donc là, on a les cycliques / les non cycliques. Et vous voyez que donc hier, le S&P, il a clôturé plus haut que vendredi. Mais les cycliques, c'est pas les cycliques qui ont porté le S&P, puisque les cycliques sont en bas du range dans lequel il évolue depuis le début de l'année. D'accord. Donc c'est pas les cycliques qui soutiennent le S&P à court terme. Et les cycliques, c'est l'appétit au risque. Donc là, on n'a pas vraiment d'appétit au risque sur le S&P, hein. Le S&P, il est porté par quelques bons résultats des entreprises, mais il y a pas, on n'est pas dans un. En tout cas, cette force relative ne nous montre pas d'appétit au risque. Donc voilà, moi un signal qui serait important, c'est si cette force relative passe en dessous de son plus bas du 23 janvier. Si tel est le cas, ça serait vraiment un signal alertant pour le S&P 500. En plus d'un rebond du VIX, en plus d'un rebond du VVIX. C'est important de regarder quelques-uns. Donc si par exemple demain le VIX rebondit, le VVIX rebondit et cette force relative est en baisse, par exemple casse un support, honnêtement, ça sera 3 signaux baissiers pour le S&P 500. Mais pour le moment, voilà, le S&P est haussier, ce qu'on trade
c'est le S&P, enfin c'est en tout cas le prix du S&P, on traite pas cette force relative, elle est pas tradable. Donc voilà, tant que le S&P est haussier, j'ai envie de dire, on va pas passer short, on va attendre des signaux baissiers sur le S&P pour passer à la vente sur le S&P. Ça, ces indicateurs, le VIX, le VVIX, le XLY, XLP, ça va nous aider à améliorer de notre timing, d'accord. Donc voilà. Donc pour un moment, mot de la fin pour les indices, c'est wait and see, d'accord. Val, je vois les indices US sell, me dit François. Alors moi, je suis tout à fait d'accord, François. J'ai ce sentiment que les indices américains, voilà, S&P plus 15% depuis fin décembre, depuis le 25 décembre, sans vraiment sans respiration, hein, je parle pas d'une correction majeure, sans respiration hein, de la tendance, je trouve ça beaucoup. Faut savoir que bon, ces indices sont portés par des résultats, hein, des résultats des entreprises qui sont meilleurs qu'attendus. Ils sont pas excellents, hein, mais ils sont meilleurs qu'attendus. Euh, et voilà. Mais sinon, en soi, politiquement, on a toujours les mêmes risques. On a qu'est-ce qu'on avait en fin d'année dernière, en octobre et en décembre? Quels étaient les facteurs qui ont justifié le sell-off sur les marchés? Le ralentissement de l'économie mondiale, qui a été accéléré par la guerre commerciale États-Unis-Chine. Dans un second temps, on a le Brexit, même si voilà, ça n'a pas été les aides, ça n'a pas été les top sujets. Brexit, ça pèse, hein, parce que si demain il y a un Brexit, il va falloir parier que ça va accélérer le ralentissement de l'économie mondiale. C'est un hard Brexit, pardon. Donc voilà, on a ces facteurs-là. Pour moi, guerre commerciale et Brexit, c'est deux facteurs qui peuvent tout changer les marchés cette année. Si on a un accord commercial, c'est un argument pour qu'on ait un bull market. Si on a un soft Brexit, voire pas de Brexit, c'est également un facteur pour qu'il y ait un bull market sur les marchés. À l'inverse, si on a une intensification de la guerre commerciale, c'est un facteur pour qu'on ait une nouvelle correction de 10, voire même plus, voire moins 20% encore. Et si on a un Brexit, eh bien, ça serait également un facteur qui justifierait une correction majeure. Donc, on est à un mois de la fin de la trêve commerciale et moins de 2 mois du Brexit. Donc, on est proche d'échéances importantes. Voilà, donc je pense que ce bull market, il y a plus beaucoup de marge à court terme. Je dis bien, je pense que voilà, on est proche d'un point. Alors, je dirais pas de retournement parce que ça se trouve voilà, demain, Donald Trump va annoncer un accord commercial avec les États-Unis, avec la Chine, pardon, et ça sera bullish du coup pour les indices. Donc, je vais pas vous dire que demain il va y avoir un tournement, mais on approche d'échéances, pardon, politiques vraiment importantes, et donc du coup, voilà, on approche d'un potentiel nouveau mouvement majeur sur les indices. Donc moi personnellement mon sentiment c'est que oui le S&P est assez élevé, le VIX est très très bas pour le contexte actuel, le VVIX encore plus bas depuis juillet 2017 et cette force relative et on le voit indique que la hausse actuelle du S&P n'est pas portée par les cycliques et normalement quand on a de l'appétit au risque, je vais vous faire voir. Donc là quand on a la force relative et on va superposer à cela le S&P. Voilà, S&P en jaune. S&P en jaune, donc on voit que là les cycliques étaient haussières. On a eu un signal de baisse hein, sur les cycliques à ce moment-là. Voilà, qu'on avait une divergence, voilà, on pouvait avoir des signaux. Donc ça veut. Après, on avait voyé une poursuite de la hausse du S&P qui était du coup soutenue par des défensives. Ensuite, on a eu la baisse. On a eu le rebond des cycliques à ce moment-là. Le S&P qui a fait son rebond un peu plus tard. En fait, cette force relative a un petit peu d'avance, entre guillemets, ça dépend quand. Mais voilà, l'idée, c'est que c'est la comparaison entre les cycliques et les non cycliques vont nous dire si là, le mouvement du S&P est, euh, est justifié et, voilà, par l'appétit ou l'aversion au risque. Donc là, on attend. Là, pour le moment, on n'a pas de signaux baissiers sur la force relative. Par contre, la force relative, là, ce qu'elle nous indique, c'est que la hausse actuelle à court terme du S&P n'est pas générée par les cycliques. C'est généré par les défensives. Donc le marché achète des valeurs défensives.
Et c'est ça qui justifie le breakout haussier du S&P hier. Voilà, donc je passe au Forex. Alors, donc l'euro-dollar, voilà, pas grand-chose qui change ces derniers temps. Vous voyez que l'euro-dollar, ça fait depuis le début, presque le début du printemps qu'on est en range, du début du printemps, pardon, début d'automne qu'on est en range. Donc voilà, pas grand-chose à dire. En 4 heures, on est toujours dans ce canal. On va probablement aller chercher le bas de celui-ci. Voilà. Donc euro en baisse. Le marché qui continue à payer le bon rapport de l'emploi US. C'est pour ça qu'on a cette hausse du DXY. Toutefois, j'ai toujours une opinion baissière sur le DXY sur du moyen long terme. Si on regarde en hebdo, voilà, on a cette divergence qui est assez nette. Et moi, j'apprécie les divergences. Plus elles sont sur du long terme, plus je les trouve fiables. Vous voyez, à l'image de ce qu'on avait. Donc là, on avait une divergence. On avait le rebond. Ici, pas de divergence. Enfin, une très très grande à ce moment-là. Pas de divergence ici. Là, on avait une divergence. Creux de plus en plus haut. Ah non, pardon. Alors ici, on avait une divergence, parce que les creux étaient de plus en plus bas. Et ici, les creux étaient de plus en plus hauts. Voilà, donc petite divergence. Donc là, on n'avait pas de div. Ici, on avait une petite div. Regardez, creux, 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 creux. Donc on avait une très légère div. Bref, les divs, en général, bien évidemment, je parle bien en général, c'est jamais du 100%, sinon ça serait trop beau. Mais plus on est sur du long terme, plus les divergences sont entre guillemets fiables. Je dis bien en général. Donc là, on a une divergence baissière. On voit que en hebdo, le RSI 14 périodes, il est à 51. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une pression acheteuse qui est quasiment égale à la pression vendeuse. Donc on n'a pas vraiment de momentum, on n'a pas vraiment de direction d'un point de vue du momentum. Sur du moyen terme, voilà, moi le support que je surveille, c'est cette oblique haussière. Et c'est si on clôture en dessous qu'on aura un signal baissier en direction de cette oblique haussière, cette fois-ci de long terme, où il y a 3 points de contact. Vous voyez? Donc si on passe en dessous de cette oblique, signal baissier jusqu'à 90. À court terme, tout rebond me semble donc une opportunité pour ensuite se repositionner à la vente. Bien évidemment, si dans les unités temps plus faibles, nous avons des signaux qui sont cohérents. Voilà, donc si on a un retour vers 96, vers le sommet du 24 janvier, pourquoi pas s'intéresser à la vente. Pour le moment, le RSI, on voit en 4 heures, il est correctement orienté à la hausse, il est à 64. Voilà, c'est haussier. Le prix, le RSI sont haussiers. Donc, pour le moment, la tendance elle est haussière, il n'y a rien à dire. Donc l'euro-dollar pourrait continuer à baisser. Le JBP pourrait continuer à être sous pression, toujours dans son triangle. L'or, pareil, l'or 1312, il pourrait continuer à être sous pression, revenir à 1307 dans un premier temps, puis potentiellement 1300 avant un nouveau rebond. Voilà. Donc l'or, perspective plutôt baissière à court terme, en tout cas tant que le DXY est en hausse. Tant que le DXY, vous voyez, il est orienté comme cela, il n'y a pas de raison que l'or rebondisse pour le moment. L'USD Yen, par contre, à 110, regardez 110. Encore une fois, on a les vendeurs qui prennent la main à 110. Moi, je trouve que 110, c'est un niveau de prix qui me semble intéressant pour passer à la vente. Pourquoi? Tout simplement parce que, voilà, encore une fois, au niveau des indices de risque, VIX, VVIX, la force relative entre les cycliques et non cycliques du S&P, on voit que déjà le VIX et VVIX, il montre que les gérants de portefeuille sont peu protégés sur les options, donc ils n'anticipent pas de correction à court terme. D'ailleurs, je n'ai pas regardé, mais si on regarde le VIX avec le VIX 3 mois, VIX 3 mois, il est à 0,92. Il est pareil. Vous voyez, il est sur support. Donc là, en fait, les gérants de portefeuille à court terme n'anticipent absolument pas de baisse, puisqu'ils ne se corrigent pas sur les options. Donc ils protègent pas leur. Normalement, les gérants de portefeuille, vous savez, ils shortent pas, ils peuvent pas shorter, d'accord? Ils achètent des actions. Pour se protéger de la baisse des actions, ils se couvrent sur les marchés des options. Et donc là, on voit que le fait que le VIX soit
bas, le VVX, le VIX avec le VIX 3 mois, bref, toutes ces forces relatives et tous ces indicateurs soient bas, ça montre que les gens en portefeuille ne sont absolument pas couverts sur les options. Est-ce que le marché peut continuer longtemps à ne pas être couvert sur les options? La réponse, c'est oui. Alors ça dépend dans quel environnement. En 2017, par exemple, on a eu une longue période de temps où le marché, les gérants de portefeuille, ceux qui font les tendances, n'étaient pas protégés sur les marchés options. Mais dès qu'on est dans un contexte actuel, avec ces nombreuses incertitudes, avec le Brexit, etc., c'est rare que les gérants de portefeuille délaissent autant les marchés options. Donc dès lors qu'on va voilà, plus on va s'approcher, plus on va baisser sur ces indicateurs, et plus ça va être risqué de se positionner à l'achat sur les indices. Et plus il y aura de risques de hausse. Alors je vais vous faire voir. De toute façon, voilà, vous les connaissez tous. Hein. Alors ce qu'on pourrait faire, voilà, donc VIX 3 mois. Je vais superposer avec le VIX, le VVIX et le S&P en espérant qu'on ait quelque chose d'assez sympathique. Donc VIX en bleu, VVIX en rouge et le S&P que je vais mettre en vert. Alors donc là, il va falloir essayer de trouver quelque chose. Donc on voit que bon, quand les indicateurs sont en hausse, on voit qu'on a une baisse. D'accord? C'est assez explicite. Hein. Par contre, dès qu'on a une baisse trop faible, ça peut être considéré comme un signal d'alerte puisque ça ne dure généralement pas longtemps. Alors comme je vous l'ai dit en 2017, c'était différent parce qu'on on était dans un contexte où le marché priceait, intégrait dans les prix la réforme fiscale de Donald Trump. Donc on avait vraiment ce bull market, on appelait ça le bull Trump. Donc là c'était exceptionnel, mais sinon si vous regardez les autres années, ça arrive rarement qu'on ait comment dire, ces indicateurs qui baissent pendant longtemps. Et dès lors que vous voyez, ils se rejoignent proches des niveaux assez bas, on voit que ça précède un mouvement de panique. Donc là, le mouvement de complaisance dans lequel j'ai un portefeuille comment dire, évolue, il peut durer encore plusieurs séances, il peut durer encore plusieurs semaines, mais voilà, il va falloir être prudent. Il va falloir être prudent. Et c'est pour cela que ensuite, on va avoir le XLY, XLP. Pour ceux qui, vous voyez, avec ces indicateurs, ceux qui veulent payer les pullbacks, ce qu'on appelle payer les dips, vous voyez, les trous sur le S&P, eh bien, c'est finalement, lorsque ces indicateurs sont tout en haut, lorsque ces indicateurs de risque vraiment bondissent, à l'image de ce qu'on avait là, c'est à ce moment-là qu'il faut passer à l'achat sur le S&P. C'est le meilleur moment si vous êtes sur du moyen terme. Évidemment, si vous êtes sur du swing trading moyen terme, c'est le meilleur moment. Si vous êtes en scalping, ça n'est justement pas le moment. Et là, on a un filtre. On a un filtre du S&P 500 qui est la force relative que je vous ai fait voir. Donc, je vais cacher le S&P du coup. Voilà. Et là, vous voyez que on a ces cycliques qui sont en baisse, qui n'inscrivent pas des nouveaux sommets. Donc, ça montre que voilà, on a le marché qui paye de plus en plus de défensive puisque cette force relative n'inscrit plus de nouveaux sommets depuis le printemps, depuis l'été dernier, depuis juin. Depuis juin, on n'a pas de nouveaux sommets sur cette force relative. Ce qui veut dire que le marché petit à petit se délaisse des cycliques, c'est-à-dire les techs, enfin les biens de consommation en fait qui ne sont pas utiles, et achète plutôt des biens de consommation utiles, c'est-à-dire tout ce qui va être lié à l'énergie, lié à l'alimentation, voilà, tout ça. Tout ça, ça va être des biens de consommation utiles. Biens de consommation utiles, c'est quoi? C'est un iPhone, enfin sans dire pardon, iPhone, ça peut être un ordinateur, ça peut être voilà, tous ces genres de biens. Donc là, vous voyez, on a différents indicateurs. Ça, c'est un panel d'indicateurs qui sont à surveiller. Et voilà, donc on peut dire que les marchés sont un petit peu sous perfusion. En fait, ils sont dans l'espoir. Ils sont simplement dans de l'espoir. Dès qu'on a une hausse du S&P qui n'est pas en lien avec cette force relative en jaune, le marché est dans l'espoir, puisqu'il n'est pas justifié, il n'est pas soutenu par les cycliques. Et dans l'espoir actuellement que les banques centrales viennent à la rescousse. La Fed voilà, a adouci son ton nettement, ce qui voilà, rassure les investisseurs un petit peu, mais voilà, c'est la perfusion, c'est du court terme.
D'accord? C'est de l'espoir de court terme. Mais encore une fois, on est proche d'échéances importantes, donc cet espoir va progressivement se dissiper et on va revenir vraiment au réel. Alors ça ne veut pas dire qu'on va avoir un crack, hein. Je dis pas ça pour dire que voilà, on va revenir au réel et que on va revenir, le S&P va revenir à 2000. Je dis pas ça. Je dis simplement que on va revenir dans un environnement qui va être plus logique, puisque actuellement les cycliques ne soutiennent pas cette hausse du S&P 500 et ça, c'est un signal qui est assez alertant. Donc, pardon, pour répondre à votre question, oui, moi aussi les indices US, je ne les sens, enfin les indices, d'une manière générale, je ne les sens pas vraiment. Voilà, je pense que on est en fin de hausse. Maintenant, on n'a pas les signaux baissiers, donc c'est vraiment compliqué de les vendre maintenant, si je devais faire court. Pour l'or, hier clôture 1311, crois-tu à un retour sous la clôture d'hier pour la journée, voire plus? Alors, retour sous la clôture d'hier. Alors, on va regarder où était la clôture d'hier. Alors, en dessous de la clôture d'hier, alors on y est presque, hein. La clôture d'hier, elle est à 1311,83. Donc moi, je pense que l'or a encore des chances de baisser. On n'a pas de catalyseur qui justifierait un achat de l'euro, donc une baisse du dollar. On n'a pas de catalyseur qui justifierait l'achat du yuan, donc une baisse du dollar. Et on n'a pas de facteur d'aversion au risque ce matin, donc on n'a pas d'achat d'or. Donc oui, pour moi, la tendance actuelle devrait continuer. Le marché, voilà, il continue d'acheter le rapport de l'emploi US. Donc voilà, l'or, il est sous pression. L'or, il est sous pression depuis vendredi. Donc voilà, je pense qu'on va chercher 1307 dans la journée, euh, à condition bien évidemment qu'on n'ait pas un retour d'aversion au risque. Si par exemple les ventes au détail européennes qui sont publiées tout à l'heure à 11h ressortent au-dessus des attentes, ça serait un facteur d'achat, un argument pour les investisseurs d'acheter de l'euro et donc vendre du dollar. Et puisqu'on sait que l'or est fortement corrélé au dollar, inversement, bien évidemment, il est corrélé à l'inverse du dollar, et bien si on a le marché qui achète de l'euro et donc vend du dollar, et bien du coup, ça va, ils vont acheter de l'or. Pas parce que la version risque, mais parce qu'il y a une baisse du dollar. Voilà. Donc, voilà, les ventes au détail européennes en intraday vont être une publication importante. Au niveau des cours pétrole, alors pétrole, on a eu une figure de retournement qui a été complétée, WTI, comme je vous l'avais dit hier matin, l'épaule tête épaule, objectif de l'ETE c'est 70,60. Maintenant attention, bien qu'on ait ce signal haussier et que l'épaule tête épaule c'est la figure de retournement la plus fiable d'après l'étude sur des dizaines, enfin sur des sur plusieurs années de Bulkowski. Vous savez, le site bulkowski.com, vous êtes à le regarder. Il me semble que c'est bulkowski.com. C'est un Américain qui a passé beaucoup de son temps, voilà, The Pattern Site, Chart Pattern. Et donc, c'est un Américain qui a passé, il me semble un Américain, qui a passé beaucoup d'années à étudier, voilà, à mettre des probabilités sur les figures qu'on connaît, les figures chartistes, les figures en chandelier, voilà, un tas de différents signaux, pardon. Elliott Wave, vous voyez, donc tout ça. Et donc là, si on regarde Head and Shoulders, Double Bottom, Busted. Alors, Double Bottom, on va regarder, donc, que ce soit bien ça. Non. Ah oui, donc là, vous voyez, on avait un faux signal. Vous voyez, là, on avait la ligne de cou, l'épaule, la tête, l'épaule, le breakout de la ligne de cou, et finalement, l'invalidation du scénario. Donc ça, c'est pas celle-là que je voulais vous faire voir. Donc, hop, head. Ah voilà, head and shoulder bottom, donc celle classique, hein, celle qu'on connaît tous, vous voyez, épaule, tête, épaule, c'est celle qu'on a sur le WTI actuellement. Alors throwback, donc ça c'est en fait c'est l'inverse du pullback. Nous en français, enfin quand on utilise l'anglais, on dit toujours pullback, que ça soit un breakout haussier ou baissier, mais en fait dès que c'est un breakout à la hausse, on parle de throwback, et quand c'est un breakout à la baisse, on parle de pullback en anglais. Donc en fait le throwback c'est voilà, throwback c'est 64%, donc il y a d'importantes chances qu'on revienne à la ligne de coup, chose qui est faite, hein, puisque regardez la ligne de coup, c'était le sommet de décembre, on est revenu dessus. Pourcentage meeting
price target, donc probabilité que le cours atteigne l'objectif de la figure, c'est 71%. Et vous voyez, overall performance, parmi toutes les figures chartistes, c'est la première, c'est la meilleure. Ah, not ranked. Not ranked. Alors moi j'ai lu dans un livre d'analyse technique que d'après l'étude Bulkowski c'était la meilleure. Donc là à mon avis c'est parce que j'ai pas choisi la bonne. Et on a vu qu'il y avait différents head and shoulders. Mais donc voilà, head and shoulders bottom c'est ceux qui fonctionnent les meilleurs. Enfin c'est les meilleurs tout simplement. Ouais, donc la target, on prend la tête, donc ça tout le monde connaît. De toute façon, voilà, tout le monde connaît. Et voilà. Voilà, donc là on a un exemple. Vraiment ce site, bon, il n'est pas très ergonomique, mais si vous parlez un minimum d'anglais et que vous voulez avoir des probabilités sur ces figures de chartistes, eh bien n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil parce que c'est vraiment de la. Du coup, c'est quelqu'un qui a passé beaucoup de son temps à étudier ces, ces figures chartistes et il est assez reconnu. Hein. C'est pas un site, c'est pas un blogueur, c'est quelqu'un de reconnu dans la finance. Donc voilà, c'est pas quelqu'un de lambda. Donc je vous envoie le lien pour ceux que ça intéresse. Excusez-moi. Alors je vais boire un petit peu. Voilà. Alors, donc ça c'est fait. Donc on voit que l'épaule tête épaule, bon, 71% de chance que ça atteigne l'objectif, c'est-à-dire qu'il y a 29% de chance que ça n'atteigne pas l'objectif. Donc encore une fois, on voit bien que malgré que ça soit la figure de retournement la plus fiable, il n'y a jamais 100%, ça n'existe pas. C'est pour ça que c'est toujours important de se couvrir grâce à un stop. Là, en tout cas, d'un point de vue technique, on reste dans une configuration technique haussière. Voilà, on a une oblique haussière. On a une oblique haussière. Si demain on réintègre, on repasse dans la ligne de coup, l'objectif sera de venir chercher le support de l'épaule. Support de l'épaule qui est à 51,43. Donc si on repasse sous 54,67, objectif 51,43, peut-être que vous voyez, on ira faire ça. Et ensuite revenir à l'ETE. C'est possible, d'accord. Et donc voilà, il y a plusieurs façons de voir aussi l'ETE. Hein, regardez. Alors non, non plus. Donc non, finalement il y avait qu'une façon. Non, vous voyez, on aurait pu l'avoir comme ça. La ligne de coup, donc l'épaule, la tête, l'épaule et là, le breakout. Donc vous voyez, on aurait pu l'avoir comme ça également, l'épaule, tête, épaule. Bon, dans tous les cas, c'est une épaule tête épaule. Il y a plus de probabilité qu'on a cherché 78-60. Un signal haussier qui ne serait pas voilà, important, ça serait la confirmation du Brent. Parce que le Brent, lui, n'a pas dépassé son sommet de décembre. Donc l'épaule tête épaule, il n'y en a pas pour le moment. Alors oui, ça ressemble à une épaule tête épaule, mais on ne peut pas parler d'épaule tête épaule tant que la ligne de coup n'a pas été brisée. Et pour le moment, la ligne de coup qui est le sommet de décembre à 63-60 reste continue de faire office de résistance. Donc tant qu'on n'a pas de clôture journalière au-dessus de 63,60, on n'a pas de tête tête épaule inversée sur le Brent. Par contre, si demain il y a une épaule tête épaule qui est inversée sur le Brent, en plus du WTI, bien ça confirmera, voilà, ça renforcera les perspectives haussières sur les cours de pétrole. Pour le moment, on n'en a pas. Ça ne veut pas dire que le WTI ne va pas aller chercher 70-60. Ça veut simplement dire qu'on n'a pas de confirmation du Brent. Donc de toute façon, il va falloir, voilà. On a un signal haussier sur le WTI, mais on n'a pas non plus une convergence de signaux. Voilà. Et donc 108 puis 105 pour. Alors ça c'est au niveau de l'USDN. Donc moi oui, l'USDN, je trouve que 110 c'est un bon niveau de résistance. En tout cas c'est, voilà, il nous le prouve hein, pour le moment que voilà 110 support devenu résistance. Voilà 110 pour moi ça se paye d'un point de vue ratio risque-rendement. Ça me semble assez intéressant. Voilà, on se met au-dessus du sommet, ça fait, on va dire, à peine 50 pips de risque. Pour aller chercher 108, ça fait près de 200. Donc déjà, un ratio risque-rendement de 4 juste pour 200 pips de risque. Enfin, 200, juste, entre guillemets, pour 200 pips de baisse. Pour, peut-être optimiser son point de vente, c'est d'attendre un retournement du DXY. Parce que dès que le DXY se renversera, on aura une baisse de l'USD-Yen. Parce que la baisse de l'USD-Yen va venir soit de la baisse du dollar, soit d'une hausse du yen. Et donc,
de l'aversion au risque. Donc si demain on a, enfin même si aujourd'hui on a un sell-off sur les marchés actions, l'USD-Yen sera privilégié et donc l'USD-Yen sera en baisse. Si on a des mauvais chiffres américains, le dollar sera vendu, donc l'USD-Yen sera en baisse. Donc il y a deux façons, il y a deux moyens que l'USD-Yen baisse. Ça peut paraître bête, mais c'est soit le dollar est vendu, je parle bien le dollar en lui-même, je parle pas de la paire USD-Yen, je parle du dollar. Donc c'est-à-dire l'euro-dollar est en hausse, le GBP-USD est en hausse, ça veut dire que la plupart des devises majeures sont en hausse. Donc soit le dollar est vendu pour une raison qui est spécifique aux États-Unis, donc macro ou la Fed, ou soit le yen est payé parce que, alors ça va pas venir de la macro, parce que la macro au Japon n'a pas énormément d'impact sur le yen, ça va surtout venir de l'appétit ou de l'aversion au risque. Donc si le yen est payé, c'est-à-dire qu'on a de l'aversion au risque. Si on a de l'aversion au risque, ça veut dire que on a eu une vente sur les marchés actions. Donc voilà, ça va soit venir d'un sell-off sur les marchés actions, ou soit ça va venir de chiffres décevants aux États-Unis pour que l'USD baisse. Et donc voilà, écoutez, pour ce point de marché, rien d'autre à rajouter. Alors point sur le Nasdaq par contre, parce qu'on m'a demandé. Donc le Nasdaq, voilà, retour à 7000. Voilà, on a une hausse. Voilà, Nasdaq c'est en hausse. Nasdaq c'est en hausse. Là on a un support. Résistance de court terme. Donc voilà, 7000 points, ça va être une résistance. Peut-être que les 7000 points vont être l'élément déclencheur, l'élément qui va prendre qui va suggérer au marché de prendre des bénéfices. Là, on a tous les mastodontes tech, toutes les techs, Alphabet, Apple, Microsoft, Netflix, Facebook, voilà, qui ont publié leurs résultats du quatrième trimestre. Donc, on n'a plus de mastodontes qui va publier ces résultats. Donc voilà, on va dire, les entreprises, il me semble qu'il y a 2 tiers d'entreprises américaines qui ont publié leurs résultats. Donc, il n'y a plus qu'un tiers. Donc, le marché, maintenant, c'est globalement à quoi s'attendre d'un point de vue des résultats des entreprises au quatrième trimestre. Ça y est, l'estimation elle est globalement quasiment bonne. Il va y avoir peu de changements. Donc le marché a une idée précise de la situation microéconomique aux États-Unis. Donc voilà, à mesure que cette saison des résultats s'approche de la fin, eh bien ça va être, il y a de moins en moins de chances que ça soit un moteur pour les marchés actions. C'est surtout le début des publications des résultats des entreprises où on a de la volatilité qui est générée. Et plus on approche de la fin de cette saison de publication, quand je dis cette, c'est celle-ci, ça peut être celle du second trimestre, peu importe. Pour toutes les saisons de publication de résultats, plus on approche de la fin de ces publications, et moins moins ça fait office de moteur, que ce soit haussier ou baissier. Le plus souvent, c'est haussier. Donc Nasdaq, 7000 points à surveiller. Si on casse les 7000, si on dépasse les 7000 et la moyenne mobile à 200, parce que vous voyez que la moyenne mobile à 200 est actuellement à 7050. Donc si on clôture au-dessus de 7050, ça sera un puissant signal haussier. Et dans ce cas, il va falloir s'attendre à une poursuite de la hausse du Nasdaq jusqu'à probablement jusqu'aux anciens sommets. Maintenant, encore une fois, pour le moment, on n'a pas de signaux baissiers. Bien qu'on ait une divergence, vous voyez, sommet de plus en plus bas. Donc on a une divergence, mais pour le moment, c'est pas possible de shorter les indices américains, étant donné qu'on n'a pas de signaux d'un point de vue du prix qui sont baissiers. Et ce qu'on traite avant tout, c'est le prix. Donc on peut avoir le VIX bas, on peut avoir une divergence haussière sur le RSI, on peut avoir ce qu'on veut. Tant que le prix est haussier, la tendance est haussière. Voilà. Voilà donc pour le plan de marché. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et je vous souhaite et je vous dis à demain pour mon prochain point de marché.